BFM Business et CB News présentent Hebdocom avec Marie Valogne. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM Business. Nous sommes ensemble pendant quasiment 30 minutes pour Hebdocom, votre rendez-vous du week-end sur BFM Business pour parler des stratégies de communication des marques. Aujourd'hui, on vous parle de la campagne de La Roche-Posay, un spot télé au naturel où les personnes n'ont pas une peau parfaite, vous le verrez. Pourquoi ce changement de positionnement? Nous poserons la question à Laetitia Toupet, directrice générale de La Roche-Posay International. Ensuite, ce sera Charlotte Bricard. Notre chroniqueuse reviendra sur l'évolution des publicités de la marque Vite pour un édito au poil. Enfin, zoom sur le bump, le baromètre unifié du marché publicitaire tout juste publié. Florence Doré, directrice marketing de Kantar Division Média, et Bertrand Baudichon, président d'Initiative France, seront sur notre plateau. Voilà le programme. On commence avec un tour de l'actu pub. BFM Business, Hebdocom, les news. Et je suis avec mes deux compères, le rédacteur en chef de CB News, notre expert Frédéric Roy. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie. Et du côté de BFM Business, c'est Julien Rizzo qui scrute toutes les semaines les publicités pour nous. Salut Julien. Salut Marie. Donc Julien, on commence avec votre coup de cœur. Votre coup de cœur cette semaine, c'est Nike qui célèbre la maternité. Oui, les athlètes les plus résistantes, c'est le nom de la nouvelle publicité de la marque. On suit une vingtaine d'athlètes enceintes ou avec leur nouveau-né, en train par exemple de faire des exercices de respiration, un jogging ou encore du surf. Parmi ces athlètes, les américaines Serena Williams et Alex Morgan, la sprinteuse britannique Bianca Williams, mais aussi des sportives moins connues comme la française Aurélie Louis-Alexandre, professeure de yoga. Ce film réalisé en plein confinement et imaginé par Wieden & Kennedy London a été élaboré à partir de plus de 22 heures de vidéos intimes envoyées par ces femmes via l'application Zoom. Alors avec ces spots, Nike dit vouloir capturer le pouvoir et la force des femmes pendant la grossesse et la maternité. Mais la marque n'oublie pas le côté commercial puisque ce spot coïncide avec la première collection de vêtements de sport dédiée à la maternité, baptisée Nike M. Forcément. Julien, on le sait, vous avez un faible pour le secteur auto. Alors forcément, on va parler de Citroën qui assure à ses clients un avenir serein. Oui, de la nouvelle campagne du constructeur, on se retrouve dans un cabinet de voyance. Un homme se fait tirer les cartes. Son futur semble très sombre jusqu'au moment où la voyante s'aperçoit que l'homme est propriétaire d'une Citroën en voyant les clés de la voiture sur la table. Aïe. Oula. Oh là là. Bon, alors là, écoutez, je vois de la sérénité. Ah bon? Au moins 4 ans. J'ai eu un peu peur. Ça s'est éclairci. Ouais. Et ça s'éclaircit grâce aux offres Citroën avec 4 ans d'entretien et garantie offerts sur des modèles de la marque. Une publicité imaginée par l'agence Traction. Un film qui n'est pas sans rappeler pour les plus connaisseurs une publicité de Citroën de 1995. Dans un cabinet de voyance aussi, le constructeur poussait les consommateurs à mettre toutes les chances de leur côté pour leur avenir en achetant une Citroën Gianta. Je suis sûre que Frédéric, vous vous en souvenez. Respect, Julia. Allez, on poursuit avec Gamme Vert qui fait son retour sur nos écrans, qui veut nous aider à faire notre propre potager. Oui, la marque revient en télévision avec une saga publicitaire intitulée « Produire soi-même, ça change tout ». Premier exemple avec Léa qui veut faire pousser des fraises mais qui visiblement va avoir besoin d'un peu d'aide. Ça, c'est les fraises de Léa. De Léa, on a dit. Son rêve le plus fou, c'était de produire elle-même ses fruits et légumes dans son jardin. Mais elle l'avait jamais fait. Je l'avais jamais fait. Alors elle est partie chez Gamme Vert voir Karine, sa conseillère. Je vais tout vous expliquer. Depuis, Léa est devenue super balèze. Elle fait pousser des poivrons, des tomates et des fraises, donc. Et ça la rend super contente. Je suis super contente. Nous aussi, on est super contents. L'idée pour Gamme Vert, c'est de mettre en avant l'accompagnement de ses conseillers pour faire son propre jardin. 2 autres spots sont prévus. Après Léa, on suivra les aventures de Fanny et Michel. La saga est signée BETC Digital. Oui, Julien, vous êtes super content, donc je vous laisse retourner au grand air sur votre balcon. Mais on termine quand même avant ça avec Apple qui gagne une première bataille en France. Oui, le groupe va pouvoir déployer comme prévu la mise à jour du système d'exploitation de ses iPhones. Apple va rendre ainsi plus difficile la collecte des données pour faire de la publicité ciblée dans les applications. On vous en parlait déjà la semaine dernière. Les entreprises françaises de la publicité en ligne étaient fermement opposées à cette mise à jour et avaient saisi l'autorité de la concurrence. Mais l'institution a donné raison
raison à Apple en refusant d'imposer des mesures provisoires. Merci Julien Rizzo. Frédéric, je suis sûr que vous êtes un consommateur de chocolat Oui. au vu de votre sélection ce Je week-end. croyais que c'était au vu de ma ligne, mais non. Je suis rassuré. Oui, Alors, parce que qu'est-ce que ça donne? ça donne surtout une jolie pub pour le chocolat français, qui, comme son nom l'indique, est une marque française de chocolat, qui a demandé à l'agence TBWA de lui faire un packaging particulier. Alors, c'est des très belles paquets de chocolat avec des illustrations signées d'artistes. Et le truc, c'est que ce ne sont que des détails d'images beaucoup plus grandes. Donc, on voit par exemple une joyeuse famille dans une 2 chevaux, mais en réalité, la pub montre qu'elle est au milieu d'un embouteillage où tout le monde s'engueule et où, de la même manière, on voit un bel escarpin sur fond parisien, alors que l'autre pied a le pied dans le chewing-gum. Bref, c'est une façon de voir les contradictions et les contrastes de notre beau pays. De la France, une jolie campagne d'affichage signée TBWA Paris. Quand la publicité ne fait plus de retouches, c'est tout de suite dans Hebdocom. BFM Business, Hebdocom. L'invité. Quand une marque de cosmétiques dévoile une publicité sans retouche, des visages au naturel avec des boutons, des rougeurs, des cicatrices, cette marque c'est La Roche-Posay. Laetitia Toupet, directrice générale internationale, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Première campagne de marque pour La Roche-Posay, un spot signé BETC. Pour toutes ces fois où tu t'es dit pourquoi moi? Pour chaque seconde où ta peau était en feu. Pour tous ceux qui t'ont traité comme si tu étais contagieux. Pour toutes ces nuits blanches. Pour toutes ces cicatrices. Pour tous ces moments où tu n'osais même plus te regarder. Pour toutes ces fois où tu as continué à te battre. Où tu as décidé que tu valais plus que ça. Pour toi, qui est bien plus que ta peau. Ce combat, il est pour toi. Pas de visage aux peaux lisses et sans imperfection dans cette campagne, bien au contraire. Pourquoi ce changement de ton, Laetitia Toupet? L'objectif de cette campagne, il y en a deux. Un, c'est de sensibiliser le grand public sur un enjeu de santé publique, qui est de montrer que les gens qui ont des problèmes de peau, il y a un fort impact sur leur qualité de vie. Et deuxièmement, c'est aussi de montrer qu'il y a des solutions qui existent et de rendre un hommage à la dermatologie et à montrer que cette profession et certains produits peuvent aider justement à changer la vie des gens. Et alors pourquoi cette fois-ci ne pas avoir mis, comme on a l'habitude de le voir dans des publicités de ce type, des personnes avec justement des visages tout lisses et des peaux bien nettes? C'était pour montrer que les personnes pour qui on se lève chez La Roche-Posay tous les matins et pour qui on travaille avec les médecins sont des personnes qui peuvent avoir des problèmes de peau aussi sévères que ceux qu'on voit dans cette publicité. Nous, on part du principe qui peut le plus, peut le moins. Donc si on est capable de traiter ce type de problème, on est capable d'être aussi la marque la plus efficace pour des gens qui ont des problèmes plus mineurs. Et c'était aussi de rendre hommage à toutes ces personnes qui souffrent de ces problèmes de peau. Oui, parce que en fait, on s'attend, quand on voit un film comme ça, au début, à se dire que la marque va prendre elle-même la parole en disant on vous soigne. Or, vous ne le dites pas littéralement dans la campagne. C'est sous-entendu, mais dans le film, il y a à aucun moment la solution, c'est La Roche-Posay ou nos produits. Alors, dans la deuxième partie du film, et puis après c'est tout un écosystème, la communication, il y a justement toute la partie sur les solutions dermatologiques avec des preuves d'efficacité qui sont faites avec des médecins, donc dans des hôpitaux en général, pour démontrer la supériorité d'efficacité et la preuve que même sur des cas sévères, nos produits peuvent fonctionner. Enfin, fonctionnent et apportent des solutions. On a des témoignages extraordinaires. Si je prends l'exemple de l'eczéma, on a des enfants qui se grattent la nuit et après qui disent qu'ils ont gagné des heures de sommeil grâce à nos produits qui traitent leur eczéma. Et une publicité au naturel comme ça, vous pensez qu'elle peut avoir plus d'impact sur les consommateurs? Je pense que là, tout de suite, on a fait des tests, bien évidemment. Vous pouvez imaginer. Avant de lancer la publicité. Avant de lancer la publicité, dans beaucoup de pays. Alors, il y a différentes cultures, mais le point commun de tous les résultats de tests, c'est d'avoir des personnes qui trouvent que c'est très courageux de la part d'une marque et que c'est aussi une manière d'engager et de se reconnaître et de dire que voilà, c'est une réalité aujourd'hui, parce qu'on l'a pas dit au début, mais il y a quand même 2 milliards de personnes qui ont des problèmes de peau, mineurs ou sévères dans le monde, ce qui est énorme. Et si je vous prends l'acné, il y a la moitié des adolescents qui ont de l'acné qui s'isolent. Donc c'est un vrai enjeu de santé publique et c'est pour montrer que votre marque, elle s'engage.
Elle s'engage et elle s'est toujours engagée. Ça fait 40 ans qu'on fait ce métier parce qu'on travaille avec des personnes qui ont ce type de problème et on l'a jamais dit. Et on trouve que c'est le moment de dire aux gens quel est notre métier pour montrer la différence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui disent faire de la dermatologie, où on parle beaucoup des dermatologues. Et en fait, la façon de faire des produits qui sont dits dermatologiques, qui sont nos partenaires depuis toujours, c'est justement de pouvoir faire des produits qui sont efficaces pour ces personnes-là. Parce que vous, à la base, en tout cas, la philosophie de la marque, c'était plutôt de s'adresser directement aux médecins qui recommandent vos produits. Là, vous changez. Vous allez directement vers le consommateur, en quelque sorte. Tout à fait. En fait, on a toujours fait, comme vous le dites, de la visite médicale. On développe nos produits avec les médecins et on les visite pour qu'ils les prescrivent. Et en général, les gens ou les pharmaciens voient une prescription et recommandent nos produits. Et maintenant, en plus, parce qu'on est la première marque recommandée par les dermatologues dans le monde, donc on a quand même 90 000 médecins dermatologues qui nous recommandent. En plus, on a décidé d'aller s'adresser aux consommateurs en direct. Et c'est vrai que c'est tout à fait nouveau. Et c'est pas contradictoire pour une marque qui propose des produits pour des soins de la peau, de montrer de telles images ? Non, on a souvent eu la question. Pour moi, il y a différents consommateurs. Il y a des consommateurs qui veulent voir ce type d'image et puis il y en a d'autres qui veulent voir plutôt le résultat. Et si je prends l'exemple de Nike, vous avez parlé tout à l'heure de Nike. Nike fait des publicités avec des athlètes ou il y a eu une campagne sur le handicap ou l'obésité. Et à côté de ça, ils font des campagnes avec une magnifique chaussure sublime avec des couleurs un peu modernes. C'est-à-dire qu'à côté de ça, vous allez poursuivre en fait vos campagnes produits. Exactement. Tout à fait. Pour moi, les deux vont ensemble. Et à l'avenir, est-ce qu'on peut s'attendre dans d'autres campagnes de ce type, d'autres spots télé, à voir à nouveau des consommateurs comme ça qui ont la peau abîmée ? Ou est-ce vous allez retourner un peu en arrière ? Non, alors déjà, là, ce qui se passe, c'est que l'objectif de cette campagne, c'est non seulement de montrer qu'on est différent d'autres marques et que nous, on est capable d'avoir des produits qui apportent des réponses à ces personnes-là, mais c'est aussi de lancer un espèce de mouvement où les gens peuvent raconter leurs histoires, parce que les personnes qui ont des problèmes de peau, on travaille beaucoup avec eux, ils ont en fait besoin ils veulent être en contact avec les marques, les médecins, mais aussi avec leurs homologues. Donc de lancer un mouvement, une communauté. Souvent, on fait ça quand à l'époque, on voulait faire des événements physiques. On rassemble les médecins et des personnes qui ont des problèmes de peau. Et après, nous, on s'écarte un petit peu. Et que ce soit des adolescents avec de l'acné, des mères avec des enfants qui ont de l'eczéma, sont très contents de se retrouver. Donc, c'est des communautés de personnes. On est une marque très communautaire. C'est un peu l'objectif aussi de cette campagne. Il y a quelques années, vous aviez recruté des youtubeurs sur l'un de vos produits. L'influence aussi, là-dessus, il faut se servir de ça pour... Je crois beaucoup à l'influence. Je crois énormément aussi à l'influence des dermatologues. Donc c'est comment aussi on aide les dermatologues qui sont les vrais experts et ceux qui sont le plus à même de parler de la peau et de la traiter, de leur donner la parole. Donc on a des partenariats avec des dermatologues influenceurs dans beaucoup de pays. Et également avec, en général, les youtubeurs, on les choisit aussi en fonction de leurs histoires. Donc soit quelqu'un qui a eu une acné sévère, soit un enfant qui a un eczéma sévère ou les parents. Il y a une cohérence. Exactement. Et on a aussi une autre communauté, parce qu'on travaille par communauté, qui sont toutes les personnes qui ont eu des cancers, parce que nos produits sont très efficaces pour diminuer les effets secondaires sur la peau des traitements. Donc on travaille par communauté, tribu. Peu importe le nom. Merci Laetitia Toupet d'être venue sur notre plateau aujourd'hui, directrice générale de La Roche-Posay International. BFM Business, Hebdocom, l'édito. Elle arrive pile poil pour son édito. Charlotte Bricard, journaliste à CB News. Bonjour Charlotte. Bonjour Marie. Aujourd'hui, vous nous parlez de la nouvelle publicité de Vite, la marque de produits d'épilation qui célèbre les poils. Vous pouvez très bien ne pas aimer vos poils. Ou ne pas aimer les vôtres, mais aimer ceux des autres. Vous avez le droit de ne pas les aimer tout le temps, ou partout. Vous pouvez aussi les garder et ne pas avoir envie de les voir. Voilà, on le pense et on ne se contente pas de le dire, on le prouve avec nos produits. C'est ce que dit cette nouvelle campagne de la marque Vite, une campagne déployée dans une quinzaine de pays en télé et en social media. Signée Vos poils, vos choix, nos produits, fort bien réalisé par Indra Hirowide et imaginé par une équipe de femmes chez BETC également, puisque vous en parliez avec La Roche-Posay à l'instant. Une campagne qui s'inscrit dans la ligne éditoriale ou la stratégie de communication que la marque a entrepris il y a maintenant 2 ans, puisque déjà en 2019, on pouvait entendre
entendre dans son spot une voix off qui racontait: au début tu ne me remarquais même pas, je ne te tenais chaud en hiver et je prenais le soleil en été, et puis ma présence est devenue un poil dérangeante. C'est une de vos blagues, ça, en fait, Charlotte. Ça aurait pu. Presque, hein. Non, c'est pas moi cette fois. La voix continuait: on s'est moqué de moi, donc de toi, par bêtise. Et en fait, la marque s'érigeait alors contre bien les critiques qui ont un nom. On apprenait alors que ça s'appelait le body hair shaming et qui était dirigé en particulier vers les plus jeunes d'entre nous. Alors, les mauvaises langues diront que les critiques ne viennent pas forcément uniquement des cours de récréation. Réalité peut-être à peine tronquée ou légèrement augmentée, peut-être par les canons de beauté érigés par la société de consommation, dont Vite fait bien sûr partie. Oui, la marque Vite a quand même participé à ce mouvement. Oui, au début en tout cas de sa vie, si on prend sa première apparition en télé, elle était même assez édifiante, puisqu'en fait on découvrait une Ève dénudée sur un rocher, qui était prête à se raser au silex, et la voix de Dieu grondait plutôt pour lui rappeler que si elle se rasait comme Adam, il risquait fort de lui pousser une barbe sous les aisselles. C'est charmant. Absolument. La plaisanterie durera quelques années. À la fin des années 80, leur slogan « Vite c'est si doux qu'il faut toucher pour le croire » est mis en scène dans une série de spots dans lesquels des femmes exhibent leur guibole, alors qui sur un plateau de télévision, qui sur le comptoir d'une boutique, pour que chacun puisse apprécier la perfection de leur épilation. Voilà. La lutte contre les stéréotypes quand même changera un petit peu la façon de faire. Au milieu des années 90, Vite commence par exemple à faire courir de jeunes femmes avec des jupes au volant, qui riaient un peu bêtement devant le mâle dominant. Mais à l'aube de l'an 2000, sans transition, la femme Barbara Gourde commence à céder sa place et on voit apparaître un tout autre type de femme, alors plutôt type pilote de chasse ou agent secret, oui tout à fait. Mais la promesse était toujours la même, Marie, rien de mieux qu'une bonne épilation pour garantir la réussite d'une opération séduction. Ce qui a quand même valu à la marque, qui était allée un tout petit peu trop loin, un sacré bad buzz. Oui, un peu plus tard, en 2011, c'est vrai Frédéric. En fait, ils avaient eu le mauvais goût de mettre en scène un petit chat animé qui chantait. Alors, excusez-moi, il chantait « Quand mon minou est tout doux, il fait miaou ». Voilà, une campagne dont la viralité a dépassé les attentes de l'annonceur, qui a tôt fait de la retirer en s'excusant platement de son caractère déplacé. Cela dit, c'était il y a 10 ans, il y a donc prescription, et on a bien compris que Vite a revu sa copie et a visiblement tout à fait assimilé les attentes des consommatrices dont vous parliez. J'en veux pour preuve le succès de son hashtag challenge cet été sur TikTok, avec plus de 250 millions de vidéos vues et plus de 159 000 participants. Poil aux dents. Merci Charlotte pour cette interprétation et ce décryptage des campagnes Vite. BFM Business, Hebdocom, le Zoom. La reprise du marché de la com sera-t-elle au rendez-vous cette année? Florence Doré, directrice marketing et communication France de Kantar Division Média, et Bertrand Baudichon, président d'Initiative France, sont les invités du Zoom ce week-end. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Moins 7 milliards d'euros d'investissement l'année dernière. Le marché de la communication a atteint 26,5 milliards d'euros en 2020, d'après le baromètre publié par France Pub, l'IREP et Kantar. Alors avant de parler des prévisions, vous vouliez revenir, Florence Doré, sur une précision, bien nous dire ce qu'est le marché de la pub et le marché de la com, c'est ça, Tout à fait. Je pense qu'une petite note de méthodologie ou d'explication s'impose, parce qu'effectivement, on a un grand marché de la communication qui représente 26 milliards d'euros, une baisse de plus de 20% sur l'année 2020. Mais la communication, pour les entreprises, c'est à la fois les médias, bien évidemment, mais c'est aussi les relations presse, c'est les événements, c'est la promotion, les emailing, etc. Donc ça, c'est la grosse partie de la com. Et puis à côté, en plus petit, mais qui est quand même important, ce sont les médias, le marché de la publicité. On est sur 11 milliards. Et là, on a une baisse qui est moindre, qui est à moins 11,4%. Donc voilà, donc ça, c'était des données de cadrage, mais qui sont importantes. La précision est faite. Frédéric. Bon, il n'en demeure pas moins que tout a baissé, ce qui n'est pas... Exactement. Ce qui n'est pas réellement une surprise. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ça baisse plus en France que dans le reste du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est toujours frileux par rapport, là je parle de la pub et pas seulement de la com, frileux par rapport à la pub en France.
Peut-être Bertrand qui... C'est une tradition, malheureusement, une tradition française de suramplifier les effets de crise et d'être plus lent à la reprise que les autres pays. Effectivement, c'est une attitude vis-à-vis de la pub qui est très franco-française. On est plus frileux vis-à-vis de la pub. C'est aussi la faute de cette profession qui n'a pas toujours complètement démontré son efficacité directe sur le business. Et Dieu sait si, dans des périodes comme celle qu'on a traversée en 2020, la clé, le nerf de la guerre, c'était de sauver le maximum de business possible. Donc à nous d'en faire la démonstration. Parce que les marques il y a des tas d'études qui ont montré que les marques qui, elles, avaient continué à communiquer sont celles qui s'en sont mieux sorties. Qui s'en sont le mieux sorties. Absolument. Donc il y a quand même une faiblesse congénitale. Absolument. On observe aussi dans cette étude que les dépenses des annonceurs vers les médias historiques ont reculé. Elles sont aujourd'hui quasiment à égalité avec les investissements publicitaires dans les médias numériques. Comment explique-t-on ce phénomène de transfert, Florence Doré ? Alors le numérique effectivement a profité n'a pas eu en tout cas cette baisse puisqu'on est à peu près équivalent par rapport à l'année précédente. Alors après des années historiques où on était à des plus 13, plus 15%. Donc si on étale ou à plus ou moins 1%, on va dire qu'ils ont beaucoup souffert, mais beaucoup moins que les autres médias bien évidemment. Alors comment ça se fait ? Eh bien ça se fait parce que le digital est un média qui est assez facile d'accès, plus facile d'accès qu'un certain nombre d'autres médias sur lesquels il y a des données de production, d'anticipation. Sur le média digital, on est beaucoup plus réactif. Et puis, les Français ont acheté sur le digital. Donc, la publicité digitale était tout à fait en rapport avec la consommation du moment. Et on voit aussi que la radio a bien rebondi, rapidement en tout cas. Alors, la radio est un média qui est extrêmement réactif. Alors, il a baissé quasiment immédiatement au moment du premier confinement. On s'est retrouvé avec des creux énorme sur la période du premier confinement, mais ça revient très très vite. C'est-à-dire que dès le début du mois de juin, quand on a commencé à ressortir, le média est remonté. Et alors pour quelle raison là encore ? Eh bien parce que c'est un média qui est très proche du terrain. C'est presque, je dirais, le marketing direct des médias. C'est-à-dire que on est capable de faire une campagne en radio de façon extrêmement réactive, et puis en plus c'est ciblé. C'est-à-dire que vous avez aussi des radios locales, des radios régionales ou thématiques qui vous permettent de faire des choses extrêmement ciblées. Et Bertrand, vos clients, justement, ils ont réorienté leurs investissements pendant les confinements. Comment est-ce qu'ils ont bougé l'année dernière ? Ils en ont coupé, ça c'est clair, le premier, mais passé l'effet de sidération, disons. Alors, passé l'effet de sidération, on a tout changé. Tout. Alors d'abord pour sauver les ventes qui pouvaient être sauvées, envoyer les gens en magasin dès que les magasins étaient rouverts, et c'est pour ça que la radio s'en est très bien sortie. Le digital qui nous a permis effectivement d'accompagner un mouvement très très fort des Français vers le e-commerce, vers les drives, qui d'un seul coup ont cassé le plafond de verre des 5-6% de chiffre d'affaires que ça pouvait représenter dans la consommation traditionnelle du FMCG. Et on a en permanence, à chaque changement gouvernemental dans la stratégie de défense, rechangé systématiquement tous les plans, avec d'ailleurs un grand coup de chapeau aux médias qui ont cassé leurs habitudes, leur planning habituel de programmation ou de déprogrammation d'une campagne pour suivre en permanence l'actualité. Après, le média, chez mes clients et chez nos clients qui sont nés quand même mieux sorti parmi les médias traditionnels, c'est la télé, qui bénéficie d'un truc par rapport à tous les autres, c'est que on a en télé l'habitude d'avoir des négociations annuelles, donc des engagements annuels. Et donc c'était déjà fait, quoi. Quand la crise en fait, il fallait d'abord suivre les engagements au maximum sur la télé. Et les autres médias ne fonctionnent pas dans un système d'engagement annuel comme ça. Et du coup, il nous a fallu d'abord servir les engagements télé avant de penser à d'autres médias. Donc les deux médias qu'on en profitait le plus, c'est la télé grâce à la structure de négociation où on s'engage sur un volume annuel, et au digital qui accompagnait tout simplement les nouveaux usages des consommateurs. Est-ce qu'on peut s'attendre quand même à un rebond en 2021 ?
Alors, Florence Doré. Alors, le rebond, oui. Alors, on l'a comparé, nos prévisions en tout cas, sur le bump. Alors, je rappelle qu'on est 3 acteurs sur le bump. Il y a Kantar qui fait du monitoring des médias, donc on va capter tout ce qui se passe dans tous les médias, que ce soit la presse, la télé, la radio, etc. Et puis, on a l'IREP qui va recevoir les recettes publicitaires de médias et France Pub qui, lui, a une vision globale des annonceurs. Donc, sur la partie France Pub, puisque c'est lui qui fait les prévisions, on s'attend effectivement à une croissance. Alors sur l'ensemble de la communication à plus 13% et sur les médias, voilà, à plus 8-9%, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, on est à peu près d'accord sur ces prévisions. Après, c'est dans une hypothèse ou à la rentrée. Voilà, globalement, à la rentrée, on revient sur quelque chose d'à peu près normal. On va rester optimiste. Mais on y sera bien meilleur que le PIB qui est à plus 5, donc plus 13, plus 8, plus 9, on est au-dessus puisque c'est quand même la publicité est extrêmement réactive, c'est-à-dire qu'il a plongé. On l'a vu, plongé immédiatement, mais il va revenir assez vite. On l'a vu sur quasiment tous les médias. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau d'Hebdocom aujourd'hui. Florence Doré, directrice marketing et communication France de Kantar Division Média, et Bertrand Baudichon, président d'Initiative France. Merci à Frédéric Roy, le rédacteur en chef de CB News, d'être toujours à nos côtés, fidèle au poste. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business pour un nouveau numéro d'Hebdocom. Très bon week-end à tous. Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdocom sur BFM Business.